Soit ou Tabraza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Kanati Kelly Iyo papa. Mes chers frères et sœurs, pour un avenir meilleur, soutenons l'enseignement. Tous à l'école. Mbuta maker mwangu songa bobo wa malongi ya leki nange apokadero sambu na bana nzonkanda. Ah ouais. Tous les cas. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 2 fois 2 aussi 4, mais 3 plus 3 égale 6. Par contre 3 fois 3 font 9, ainsi jusqu'à l'infini. Motindo batangi sakanga na l'école. Chers téléspectateurs de Bakolo State, bonjour. Nous sommes ici à la réunion de printemps 2013 à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international à Washington, D.C. Cette année, le Spring Meeting avait comme thème principal comment lutter contre la pauvreté ou la lutte contre la pauvreté, l'objectif assigné du millénium. À cet effet, plusieurs délégations du gouvernement, de banques et autres institutions financières sont réunies ici pour chercher à trouver des solutions concrètes par rapport aux objectifs assignés du millénium pour mettre fin réellement à cette pauvreté. L'éducation étant le socle de tout développement de base, 9 pays ont été choisis par la Banque mondiale pour venir parler des problèmes de l'éducation, parmi lesquels se trouve la RDC. Nous avons rencontré ici le ministre congolais de l'éducation primaire, secondaire et professionnelle, son Excellence Maker Mwangu Famba, qui est venu représenter la République démocratique du Congo à ses assises. Il faut signaler aussi que le ministre des Finances, de Budget et gouverneur de banque sont également présents ici et ont également participé à différentes rencontres bilatérales organisées dans le cadre de ces réunions de printemps 2013 à Washington, D.C. Sans plus tarder, suivez notre entrevue avec le ministre de l'Éducation primaire, secondaire et professionnelle. Chers téléspectateurs de l'émission Bakolo State, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes là, très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington, D.C. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission son Excellence Maker Mwangu Famba, qui est donc ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo. Avec son Excellence, Monsieur le ministre, nous essaierons d'aborder quelques points qui concernent l'enseignement en général, mais surtout la situation des paiements des enseignants. Nous allons parler des écoles qui sont encore jusque maintenant dans des régions qui sont entre guillemets occupées à l'est de la République démocratique du Congo, mais surtout aussi nous allons essayer d'aborder les niveaux de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Notamment, il y en a qui se demandent toujours pourquoi l'enseignement secondaire n'est pas toujours gratuit au Congo. Nous allons essayer d'aborder avec la voix autorisée puisque c'est la personne la mieux indiquée. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci surtout d'avoir accepté cette invitation. Nous rappelons à nos téléspectateurs que Monsieur le ministre est juste à la fin de son séjour ici à Washington. Il était d'ailleurs en train de sortir pour prendre son avion, mais nous l'avons quand même retardé de quelques minutes pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que le ministre a dit, qu'est-ce qu'il a comme message, surtout à nous, la diaspora, qui sommes encore ici à l'extérieur du pays. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes ici aux États-Unis? Oui, merci beaucoup, cher ami, encore une fois, pour cette opportunité que vous m'offrez, afin que je puisse m'adresser à vous-même et au-delà de vous, à tous nos amis qui vous suivent. Pour vous dire que nous avons été invités ici par
l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, son Excellence l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, qui a identifié un certain nombre de pays, il y en a eu 9 au total, pour que nous voyions quels sont les efforts qui sont réalisés au niveau du pays et comment la communauté mondiale, par sa solidarité, peut aider ces pays à accélérer les processus de l'éducation pour tous. Parce que vous devez savoir, chers amis, que d'ici 2015, c'est presque la date butoir, on va faire une évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. Alors donc, on voulait savoir quels sont les efforts que la République démocratique du Congo est en train de réaliser pour atteindre ces objectifs et qu'est-ce que la communauté mondiale peut faire aussi pour accélérer ces processus afin que nous ne soyons pas à la queue. Et je crois que la communauté mondiale donc, a pu apprécier les efforts qui sont entrepris sur place par la République démocratique du Congo, par le gouvernement congolais, et donc nous avons fait le point, et un certain nombre d'activités ont été listées pour permettre à la République démocratique du Congo d'accélérer son avancée vers les objectifs du millénaire pour le développement. Tout à fait. Alors, si on peut vous demander en 2 mots, quel est le bilan de votre ministère depuis que vous êtes aux affaires? Donc, il est difficile que nous puissions par nous-mêmes établir un bilan. Nous sommes dès le départ. Nous avons reçu une mission de la plus haute autorité du pays, du président de la République, sur un certain nombre d'actions à mener pour faire de sorte que l'éducation devienne réellement le socle du développement de notre pays. On ne peut pas penser un seul instant du développement du Congo si on ne met pas de l'accent sur l'éducation. Alors nous avons reçu un certain nombre de missions que nous essayons de réaliser. Il fallait d'abord stabiliser la situation de l'éducation et voir comment sur cette situation stabilisée, il fallait placer des réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais, mais voilà, donc nous essayons d'avancer petit à petit vers l'amélioration vraiment de la qualité de notre système éducatif. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre, la question que tout le monde se pose, la Constitution reconnaît la gratuité de l'enseignement primaire. La loi aussi institutionnelle en la matière la reconnaît. Pourquoi, jusqu'à maintenant, l'enseignement n'est pas gratuit au Congo? Si, voilà, c'est ça. Je pense que vraiment vous m'offrez une opportunité pour dire à nos chers compatriotes, à vos téléspectateurs, pour dire que la gratuité est effective en République démocratique du Congo. Vous savez, depuis 2010 que nous avons commencé la politique de la gratuité, le président de la République nous a demandé en août 2010 de commencer la gratuité parce que, comme vous l'avez dit, il y a non seulement les objectifs du millénaire pour le développement qui demandent à ce qu'il y ait une éducation universelle, mais il y a la Constitution de la République qui institue la gratuité dans les établissements publics au niveau primaire. Alors nous avons essayé de faire une évaluation, une mission dans d'autres pays d'Afrique où la mesure de la gratuité a déjà été instaurée. Et nous avons vu certaines failles. C'est pourquoi nous avons dit, bon, il faut y aller d'une manière progressive. Nous avons commencé en la rentrée scolaire 2010-2011, nous avons commencé avec la mesure de la gratuité dans les 3 premières classes. Première année, deuxième année et troisième année, sur toute l'étendue de la République, sauf dans la ville de Kinshasa et Lubumbashi. C'est peut-être pourquoi certaines personnes pensent que la mesure de gratuité n'est pas effective. Nous avons commencé partout, sauf à Kinshasa et à Lubumbashi, pour des raisons évidentes. Et chaque année, donc l'année scolaire maintenant, 2011-2012, nous avons ajouté la 4e année. Et cette année, nous avons ajouté la 5e année, qui est gratuite sur toute l'étendue de la République. Et les résultats que nous avons pu obtenir dépassent notre entendement, même si elles sont quelque peu mitigées. C'est que nous avons constaté qu'en 2010, quand nous avons commencé la gratuité, la République démocratique du Congo comptait presque 5 millions d'enfants en dehors de l'école, ceux qui devaient aller au niveau primaire. Je parle du primaire. Nous avions plus ou moins 5 millions d'enfants en dehors de l'école. 2012, fin 2012, nous venons de réaliser une très très bonne étude avec les concours de l'UNICEF, de la coopération britannique et
nous avons identifié maintenant 3,5 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie que grâce à la mesure de la gratuité, nous avons pu récupérer presque 1 million dans 1 500 000 enfants qui étaient en dehors de l'école et pris même certains enfants qui avaient atteint l'âge normal de scolarisation. Donc la mesure de la gratuité est effective, elle a produit des résultats, mais nous sommes encore sur la route. Donc nous devons poursuivre cette mesure, la renforcer, l'étendre dans la ville de Kinshasa et de Lubumbashi pour que nous arrivions à atteindre un certain nombre d'objectifs. En ce que vous dites, je retiens deux choses, que la ville de Lubumbashi et celle de Kinshasa ne sont pas encore concernés par la mesure de la Est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette mesure ne concerne pas les deux villes, qui sont d'ailleurs les grandes villes? Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs raisons. Une que je peux évoquer pour nos amis téléspectateurs, c'est qu'on aura constaté que dans la ville de Kinshasa, parce que quand nous faisons la gratuité, nous mettons l'accent aussi sur l'éducation de la jeune fille. Nous constatons que dans la ville de Kinshasa, nous avons beaucoup plus de filles que de garçons au niveau primaire. Nous avons 51% pour les élèves que nous avons au primaire, nous avons 51% de filles contre 49% des garçons. À Lubumbashi, c'est 50-50, 50% des garçons, 50% des filles. C'est qu'au moins dans ces deux villes, le problème de la parité a été résolu. Mais quand vous allez sur l'ensemble du territoire national, vous allez voir des décalages énormes. Vous allez par exemple dans la zone de la province orientale, certains coins à la frontière avec la République centrafricaine, vous allez trouver que 29 ou 27% des filles vont à l'école contre plus de 70% des garçons. C'est qu'à ce niveau-là, il y a nécessité que nous mettions la gratuité pour permettre à tous ces enfants, surtout la jeune fille, d'aller à l'école. Et les résultats que nous avons pu obtenir, c'est que l'indice de parité entre filles et garçons est en train de s'amenuiser. Nous sommes en train de tendre vers 1, ce qui signifie que nous voulions beaucoup plus encourager l'éducation de la jeune fille. C'est une raison, mais ce n'est pas la dernière. Il y en a d'autres. Les taux de scolarité. Vous allez vous rendre compte que vous avez une disparité vraiment des taux de scolarité en République démocratique du Congo. Vous allez à Kinshasa, vous allez voir que vous avez peu d'enfants qui sont en dehors de l'école, ainsi que dans la ville de Lubumbashi. Mais quand vous allez par exemple dans la province orientale, vous allez au Katanga, vous allez dans la province du Nord Kivu, vous allez constater que vous avez à ce niveau beaucoup d'enfants qui sont en dehors de l'école. C'est pourquoi nous avons dit, nous ciblons un peu ces zones, parce qu'après tout c'est un seul pays, nous devons marcher ensemble, nous devons aller ensemble et au même rythme. Donc il fallait prendre des mesures pour encourager ceux qui sont plus ou moins, qui connaissent quand même un petit retard, de revenir au niveau des autres provinces afin qu'ensemble nous puissions marcher vers la gratuité, vers l'éducation universelle. Tout à fait. Alors la question qu'on se pose, c'est que ce problème de gratuité, je pense que ce n'est pas juste cet aspect de parité qui doit primer, mais plutôt la contribution de parents qui doivent payer le frais de Minerva pour scolariser les enfants, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon. Les parents ne sont pas à mesure de le faire puisque le revenu de parents ne le permettent pas plutôt à prendre soin des enfants au niveau de l'école. Alors, en vous entendant parler, c'est comme si la parité a beaucoup plus primé. Je ne pense pas que les parents qui sont à Kinshasa sont nécessairement à mesure de payer le frais que ceux qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que vous allez répondre à cet aspect des choses? Non, oui, mais deux choses. La première chose que j'aimerais vous dire, cher ami, c'est que vous avez raison pour dire que la plupart d'enfants qui ne vont pas à l'école, 60% d'enfants que nous avons trouvés en dehors de l'école le sont parce qu'il y a un problème de frais scolaires, ça c'est vrai. Et étant donné la pauvreté des parents, il y en a qui ont un revenu de 50 000 francs par mois, ce sont ceux-là qui ont des difficultés pour amener leurs enfants à l'école. Et souvent, ils ont tendance à choisir les garçons.
amener les garçons à l'école et demandent à la fille de rester à la maison. C'est vrai. Mais étant donné, nous avons fait un tableau de la situation réelle, la situation actuelle. On se rend compte que nous sommes là confrontés devant un problème. Vous avez beaucoup d'enfants qui sont en dehors de l'école, vu les difficultés des parents d'amener leurs enfants à l'école. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'occupe de ces 60% d'enfants qui ne vont pas à l'école à cause des frais scolaires. Parce que ces frais permettent parfois à payer les enseignants et à donner parfois certains frais de fonctionnement à certains bureaux, ce que nous appelons en République démocratique du Congo les bureaux gestionnaires. Donc, par la gratuité, nous avons essayé de définir ce que c'est la gratuité. Nous avons dit, pour nous, la gratuité, c'est le fait de supprimer, de mettre une croix sur les frais scolaires. Voilà. Nous avons dit, nous mettons une croix sur les frais scolaires. Les parents sont obligés de payer l'uniforme de l'enfant, s'occuper de la nourriture de l'enfant, s'occuper de soins de santé de l'enfant et dans certaines conditions de transport même de cet enfant. Mais en ce qui concerne les frais qui sont payés à l'école, ça, nous avons supprimé pour attirer beaucoup plus d'enfants. Et je vous ai donné le résultat, c'est que réellement, nous avons constaté un flux massif d'enfants dans nos différentes écoles à travers la République. Voilà ce qui fait que nous avons dit, bon, à Kinshasa, le niveau de vie, même si c'est très difficile, mais ces parents amènent quand même leurs enfants à l'école. Alors qu'ailleurs, je vous ai parlé de certaines provinces, je vous ai parlé du Katanga, je vous ai parlé de la province du Nord Kivu, de la province orientale, où vous avez la province du Kasaï occidental, c'est là où vous avez beaucoup d'enfants, même si les parents n'ont pas de revenus, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont en dehors de l'école. Il fallait prendre des mesures pour ces enfants-là, équilibrer les choses, afin qu'ensemble nous puissions marcher vers l'éducation universelle, comme je venais de le dire. Alors, il fallait enlever le problème vraiment de frais scolaires, qui constitue un blocage pour 60% des ménages en République démocratique du Congo, qui empêche 60% de parents pour amener leurs enfants à l'école, au niveau de l'école primaire. Il fallait enlever ça en enlevant les frais scolaires et observer, voir qu'à Kinshasa et à Lubumbashi, malgré la pauvreté, les parents amènent quand même leurs enfants à l'école. Et là, nous avons commencé une petite réflexion pour voir dans quelle mesure et quand et comment nous allons commencer aussi la gratuité. Vraiment imminemment, nous allons commencer aussi la gratuité au niveau de la ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi. Mais les études sont en train d'être menées parce que nous ne voulons pas aller à l'aveuglette. Nous ne voulons pas que la gratuité nous crée d'autres problèmes, comme nous l'avons vu dans certains pays que nous avons observés, notamment en Ouganda, Kenya, où nous avons vu que la gratuité a amené d'autres problèmes. A amené des problèmes de qualité, a amené des problèmes de gestion, que nous voulons nous prémunir de ça. C'est pourquoi nous y allons petit à petit, observant et évaluant, consolidant les acquis et avançant pas à pas. Je crois que ça y est une politique qui a été appréciée, qui a appréciée au niveau du pays. C'est un choix que nous avons pris au niveau du pays, au niveau du gouvernement. C'est un choix qui a été beaucoup apprécié aussi à l'extérieur de nos frontières. Espérons qu'on va en arriver là. On veut passer au deuxième point, qui est de paye des enseignants. Vous avez parlé ici de la qualité de l'enseignement. J'aimerais que vous disiez un mot là-dessus. Mais surtout, on parle ici de la condition ou des conditions en général de l'enseignant congolais. Comment est-ce que l'enseignant congolais survit avec le peu qu'il a? Oui, c'est vrai que l'enseignant congolais a un salaire modeste, très modeste, qui ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois. C'est vrai, c'est un problème réel que nous tirons de très loin. Parce que vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, dans les années 90, le gouvernement congolais a loué jusqu'à 1% du budget national pour l'éducation. 1% du budget national pour l'éducation. Et c'est ainsi que vous allez, quand vous causez avec les enseignants à l'époque, parfois leur salaire équivalait à une bouteille de Coca-Cola, à un savon. C'était ça le salaire de l'enseignant à l'époque. Et c'est ce qui avait poussé les parents à l'époque pour qu'on n'assiste pas à la destruction totale de l'éducation, à prendre en charge l'école. Et c'est à ce moment-là que nous allons commencer à suivre ce qu'on appelle couramment les frais de motivation. Les parents s'est cotisés pour survenir quand même aux besoins de survie de l'école.
parce que l'État a mis 1% du budget national pour l'éducation. Aujourd'hui, le budget de l'éducation est arrivé à 13,8% et nous faisons tout pour qu'il atteigne 20%, qui est la moyenne africaine. Voilà, ce sont les efforts que nous faisons. Et cela se concrétise par quoi? C'est qu'aujourd'hui, à l'époque, quand on a commencé, par exemple, à payer des enseignants avec les programmes d'ajustement structurel et autres des difficultés que nous avons eues, on payait 180 000 enseignants pour 30 millions d'habitants. Presque 20 ans après, en 2007, nous n'avons trouvé que 220 000 enseignants. C'est que de 84 à 2007, on n'a payé que 40 000 enseignants supplémentaires contre une augmentation, une population qui a presque doublé. Nous avions en 2007 presque 60 millions d'habitants. Donc l'État n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour allouer à l'éducation les moyens dont il avait besoin pour s'occuper des parents, s'occuper des frais de fonctionnement, assurer l'investissement dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, ça change. Ça change pourquoi? Nous payons aujourd'hui presque 350 000 enseignants, ce qui est une bonne chose. Et aujourd'hui, les salaires ne représentent pas la bouteille de coca. Une petite bouteille de coca, vous voyez quand même le prix de la bouteille de coca. C'était ça les salaires de l'enseignant. Aujourd'hui, je crois qu'il peut se payer quand même un casier et même plus. C'est vrai que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi chaque année, nous avons des discussions, nous avons des négociations avec le monde syndical pour voir dans quelle mesure nous pouvons augmenter les salaires et éviter l'inflation sur base de la production nationale qui est encore difficile. Et à côté de ça, alors nous nous sommes dit, bon voilà, les conditions de vie de l'enseignant ne se limitent pas seulement au salaire. Quels sont d'autres problèmes, quelles sont d'autres initiatives que nous pouvons prendre pour améliorer quand même les conditions de vie de l'enseignant? Et là, nous avons réfléchi sur la mutuelle de santé des enseignants. Nous avons mis en place une mutuelle de santé des enseignants. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Kinshasa, l'enseignant qui souffre, son épouse, son conjoint, et ainsi que ses enfants, 3 enfants maximum, ces gens sont pris en charge par les trésors publics. Ils sont payés, ils bénéficient de soins de qualité sans payer un rond. Aujourd'hui, quand vous allez à Kinshasa, comme le résultat de Kinshasa est vraiment très encourageant, d'ici les premiers semestres-ci, nous allons nous étendre à travers certaines provinces que nous allons choisir. Donc, nous sommes en train d'aller progressivement pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Là, nous avons initié une autre étude assez pertinente, celle de constituer au niveau de chaque école des cantines scolaires pour permettre non seulement aux élèves de se nourrir, mais nourrir aussi les parents qui viennent donner cours dans ces écoles. Et au niveau de certains centres urbains, Kinshasa et Lubumbashi notamment, nous sommes en train d'envisager avec le ministère des Transports comment organiser les transports scolaires. Et à travers ces transports scolaires, c'est les transports aussi des enseignants que nous sommes en train d'envisager. Donc, vous voyez, quand nous prenons les problèmes de salaire, nous sommes en train chaque mois d'augmenter ces salaires, ce qui est aussi quelque chose de très important, c'est qu'il est devenu régulier. Maintenant, autour du 15, en tout cas, presque tous les enseignants, les salaires sont déjà éparpillés à travers les provinces et ils reçoivent leur salaire d'une manière régulière. Ce qui n'était pas le cas, il y avait beaucoup d'arriérés de salaires. Aujourd'hui, les salaires sont devenus réguliers et nous avons initié, le gouvernement avec le Premier ministre a initié une autre initiative assez importante, celle de payer les enseignants par voie bancaire. Et ça donne vraiment ça donne de bons résultats. Donc vous voyez, petit à petit, la situation est en train de s'améliorer quand même. C'est vrai que on n'a pas construit Rome en un jour. Beaucoup de gens estiment que la baisse de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo est aussi due par rapport à cette prise en charge continuelle de parents aux enseignants. Comme un philosophe disait, qui vous nourrit vous domine. L'enseignant se sent quand même un peu dans l'obligation de ne pas tenir rigueur à un enfant, de sorte qu'il sait que son parent directement contribue à mon salaire.
Alors, comment est-ce que vous réagissez à cela? Et quand est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, oui, ça y est, le gouvernement va prendre en charge totalement le frais des enseignants en République démocratique du Congo? Oui, j'aimerais aborder deux questions. La première concerne la question de la qualité de l'enseignement. Je crois que moi, j'assiste à plusieurs réunions à travers le monde. Presque beaucoup de pays se posent cette même question. La baisse de la qualité de l'enseignement est effective un peu partout. Donc, ce n'est pas une particularité de la République démocratique du Congo. Bon, ceci ne justifie pas que nous pouvons baisser les bras. Non. Par contre, nous ne sommes pas, nous aimerions quand même dire à nos amis téléspectateurs que la République démocratique du Congo, à ce qui concerne la qualité, n'est pas la traîne. Parce que nous venions il y a quelque temps de faire une étude qu'on appelle l'étude PASEC. C'est une étude menée par les internationaux qui sont venus au Congo pour évaluer la qualité de notre système éducatif. Et le résultat qui est sorti de cette évaluation nous a tous surpris. C'est qu'ils ont constaté que, en tout cas, au niveau de l'Afrique, le Congo est dans l'équipe de tête en ce qui concerne la qualité de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'au Congo, l'éducation, c'est quand même une priorité. Les parents congolais peuvent tout pour assurer la formation à sa progéniture. Ce qui est vraiment quelque chose qui nous permet d'avancer. Je vous ai dit que quand le budget de l'État était arrivé jusqu'à 1%, c'est le trésor public, enfin c'est les parents qui se réunissaient, qui se cotisaient pour payer les salaires des enseignants. Et là, nous avons amorcé quelque chose de fantastique. C'est que petit à petit, nous avons pris l'engagement de payer les enseignants. Et comme nous payons les enseignants presque chaque mois, et nous allons donc vers la diminution de la contribution des parents au salaire des enseignants. Alors, Monsieur le ministre, nous aimerions aussi, puisque vous êtes aussi buté par le temps, nous aimerions aborder le sujet des écoles qui sont encore jusque-là dans des régions occupées par les forces négatives. Et comment est-ce que le gouvernement ou le ministère que vous dirigez arrive à scolariser ces enfants qui sont encore dans des zones occupées jusqu'à maintenant? Oui, en tout cas, ça c'est un problème malheureux. Et le gouvernement est très touché par ces problèmes d'enfants. Nous avons identifié plus ou moins 500 écoles qui ont été saccagées dans les zones occupées par les rebelles. Et nous comptons organiser d'ici le mois de juin une table ronde. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté d'ici le mois de juin, organiser une table ronde à Goma même pour pouvoir examiner tous ces problèmes et voir quelles sont les solutions idoines que nous devons apporter à ces problèmes d'éducation dans ces zones occupées. Nous suivons la situation de plus près. Nous venions d'organiser les évaluations. Demain, le lundi ici, nous organisons déjà la dissertation en ce qui concerne l'examen d'État. Nous pensons que les armes vont se taire et qu'on va permettre à nos collaborateurs qui sont un peu partout de passer pour faire passer ces évaluations. Le gouvernement vient de prendre encore une mesure très très intéressante, très importante, c'est que le Premier ministre a demandé d'allouer au secteur de l'éducation autour de 100 millions de dollars américains, et ça c'est juste pour cette année, cet exercice budgétaire 2013, pour construire les écoles à travers la République. Et là, je crois qu'on nous permettra aussi de construire des écoles dans la province, dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, et voyons même au niveau dans l'Ituri et au Nord Katanga. Ce sont les zones qui seront privilégiées et nous pensons qu'avec cet appui massif du gouvernement, beaucoup de choses vont se faire, non seulement dans ces zones, mais dans d'autres provinces aussi, à travers toute la République. Parlant justement de la construction des écoles, le Premier ministre, au passage ici, avait dit que le gouvernement s'attelait à construire beaucoup d'écoles et universités au pays. Est-ce qu'on peut en savoir où est-ce que vous en êtes? Oui, justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Premier ministre a alloué au secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel 100 millions de dollars américains.
100 millions de dollars américains, c'est dans un contexte économique qu'est le Congo, c'est vraiment un sacrifice qui a été fait en faveur de l'éducation. Pourquoi? Parce que l'éducation, nous avions sorti un guide de construction scolaire à moindre coût, en impliquant les communautés de base et en utilisant les matériaux locaux. Ce guide a permis donc à ce que le gouvernement nous donne ces ressources afin de mobiliser toutes nos communautés et qu'on commence à construire les écoles. Ces guides peuvent aussi être donnés à nos amis qui sont ici aux États-Unis. C'est lui qui peut prendre l'initiative dans son village, dans son coin, ou là où il veut quand même construire les écoles, parce que c'est un problème à nous tous, que nous donnions à nos enfants les cadres idéaux d'apprentissage. On a constaté que quand vous avez un cadre idéal, les enfants ont tendance à venir à l'école et surtout s'encouragent la jeune fille. Donc celui qui veut construire une école chez nous, nous avons des normes, nous avons un site www.educapes.cd. C'est un site où vous allez trouver aussi ces guides qui peuvent vous permettre, si vous voulez initier, construire une école, suivre juste ces normes et vous allez donner à nos enfants des conditions convenables d'apprentissage. Monsieur le ministre, il y a certaines images qui passent sur Internet. On voit des écoles de fortune où les enfants sont assis à même les sols et à peine un petit morceau de carton qu'ils utilisent comme tableau. Et comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que le gouvernement gère cette façon de donner la licence aux promoteurs des écoles, par exemple? Non, moi, je parle beaucoup plus de l'enseignement primaire. C'est pourquoi j'ai dit que nous venons de cet appui massif du gouvernement, c'est pour mettre fin à ces tableaux que vous êtes en train de peindre à brève échéance. Nous avons plus ou moins 50 000 écoles primaires à travers la République. 50 000 écoles primaires. Donc, vous voyez le nombre, et primaire et secondaire plutôt. Donc, vous voyez le nombre la taille du défi que nous avons dans les secteurs. Et cela ne peut pas être seulement l'apanage du gouvernement. C'est nous tous qui devons être conscients des difficultés, des problèmes, la limite de nos ressources. Et comme je l'ai dit, celui qui veut, en tout cas, peut toujours rejoindre le gouvernement dans la construction des écoles. Et nous avons donc sorti ces normes pour permettre aux uns aux autres. Le gouvernement vient de faire un pas. Nous avons construit des églises en utilisant les communautés. Je crois que pour le moment, on peut se dire aussi, non, on peut créer des temples de connaissances, de savoir pour nos enfants, afin que demain, après-demain, le Congo retrouve sa place dans le temps, sa place dans les concerts des nations, et que le Congo joue le rôle qui est le sien dans les concerts des nations. Ne craignez-vous pas que, bien sûr, tout compatriote a le droit et est appelé nécessairement à mettre sa main dans la pâte pour faire évoluer l'éducation au pays, mais la crainte que nous avons, c'est que, étant donné la question que je viens d'évoquer tout à l'heure, ces écoles de fortune où les gens sont juste dans une paillote, on fait asseoir les enfants à même les sols. Mais croyez-vous qu'avec cet appel, il y a des mesures qui vont accompagner cet appel justement pour ne pas qu'on assiste aujourd'hui quelqu'un qui a besoin peut-être de $10 par ici, il se permet d'aller prendre une licence pour construire une école. Au fait, il ne construit pas une école, il met quelques tôles à côté et puis faire asseoir les enfants par terre. Il y en a à tous les niveaux, que ce soit primaire, secondaire, même des universités de fortune. Nous avons des images ici, vous qui êtes l'autorité de l'enseignement primaire et secondaire, nous allons évoquer cela pour ne pas parler de l'enseignement supérieur, bien sûr. Oui, non, vous avez raison. C'est-à-dire, nous édictons les normes et nous faisons tout pour faire respecter ces normes. C'est lui qui est un promoteur, c'est lui qui veut aider à construire une école. Il ne faut pas penser toujours aux écoles privées, même aux écoles publiques. On peut offrir à une communauté une école. Ça serait une bonne chose. Donc l'appel que nous lançons, c'est un appel qui a été entendu par le gouvernement. Aujourd'hui, 100 millions de dollars, je vous dis, ce n'est pas une mince affaire, c'est beaucoup d'argent. Nous recevons de nos partenaires parfois 100 millions, mais ils vous disent, nous vous donnons ça pour une période de 3-4 ans. Mais là, vous avez des ressources qui sont disponibles pour juste une année.
C'est fantastique. Je crois que c'est quelque chose que nous devons encourager et demander aux autres aussi. Parce que ça ne nous permettra pas de réhabiliter, de reconstruire toutes les écoles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on construise toutes les écoles. Mais du moins, c'est un engagement que nous prenons pour que nous donnions à nos enfants un cadre idéal. Mais j'aimerais aussi dire une chose. Peut-être que ça serait pour relativiser un peu ce que vous dites. L'apprentissage est beaucoup plus tributaire du problème de l'enseignant. Je crois que le problème de l'enseignant que vous avez évoqué avant, il est capital. L'enfant peut être dans des conditions d'apprentissage plus ou moins difficiles, mais s'il a un très bon enseignant, en tout cas, il peut retenir quelque chose. C'est pourquoi à côté des problèmes d'infrastructure scolaire, nous, en tout cas, nous tenons à ce que nous nous focalisions sur l'enseignant, sur sa formation, sur les matériels ou les matériaux d'enseignement dont il a besoin. Je voudrais parler des matériels didactiques et autres pour permettre à ce que l'enfant ait une formation qui peut lui permettre de devenir citoyen, c'est-à-dire contribuer au développement de son pays. Monsieur le ministre, je pense qu'on va se chuter par là puisque vous devez partir. Et nous sommes de la diaspora. J'aimerais quand même que vous lanciez un appel à cette diaspora qui vous suit à travers cette émission. Et au sein de cette diaspora, il y a quand même des filles et fils du pays qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à contribuer au développement de notre pays, puisque vous avez lancé un appel dans le guide que vous avez initié. Qu'est-ce que la diaspora doit faire concrètement? L'impression que nous avons, nous qui sommes dehors, c'est qu'il y a ces gaps comment on appelle ça, cette distance entre la diaspora et le gouvernement. Nous avons l'impression que le gouvernement considère la diaspora comme étant une opposition quelconque, alors que nous sommes tous filles et fils du pays et nous sommes prêts à travailler pour aider nos frères et sœurs qui sont là-bas au pays. Un petit message à cette diaspora qui vous suit. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette opportunité. J'aimerais vraiment demander aux uns aux autres d'enlever les clichés. Parce que nous avons beaucoup de clichés. Nous nous sommes fabriqués nous-mêmes des clichés. Vous pouvez tout faire, vous êtes Congolais, et vous avez une responsabilité vis-à-vis du Congo et des autres Congolais. Ça, c'est très important. Nous travaillons avec la diaspora, ne vous en faites pas. Nous avons demandé, par exemple, un exemple que j'aimerais vous donner, nous avons demandé à la Banque mondiale, ici, parce que nous avons été invités par la Banque mondiale, pour que certains postes, ils nous envoient souvent des consultants, des experts, pour nous aider dans la réflexion dans le domaine de l'éducation. Nous avons demandé à la Banque mondiale, ça a été acté et accepté, pour que la Banque mondiale puisse nous envoyer nos compatriotes qui sont ici de la diaspora, spécialistes dans le domaine de l'éducation. Je crois que bientôt ils vont lancer l'offre, par exemple, pour qu'ils viennent au pays, que nous puissions travailler ensemble. Et nos portes sont largement ouvertes. Voilà, parce qu'il y a une certaine sensibilité du Congolais que tout le monde n'a pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai dit que nous travaillons déjà avec la diaspora. Nous avons été approchés par nos amis qui vivent en dehors du pays, qui ne résident pas au pays, qui nous ont emmené un certain nombre de projets, notamment la constitution d'une école ferme vers Nsele là-bas à Kinshasa. Le projet est très avancé, nous sommes en train de travailler avec eux. Il y en a même qui nous visitent pour voir comment nous pouvons modifier, améliorer même notre programme scolaire. Et nous le faisons sans problème. On constitue tout de suite là des équipes avec lesquelles les experts travaillent. Et après, nous avons des résultats, les résultats que nous mettons à la disposition de tout le monde. Donc, nous travaillons avec la diaspora, comme vous le dites. Il y a des Congolais qui viennent, qui sont intéressés. Mais la première chose et la plus importante, c'est que nous devions enlever les clichés, avoir des présomptions qui retardent l'avancée de notre pays inutilement. Nous devons travailler tous, nous aimons tous les Congos, nous devons l'aimer, aimer le Congo, aimer le Congo et les Congolais pour qu'ensemble nous puissions faire avancer notre pays qui est appelé vraiment à un bel avenir parce qu'aujourd'hui les choses bougent, les choses changent au Congo et nous aimerions que nos compatriotes de temps en temps viennent voir comment le Congo est en train de bouger, comment le Congo est en train d'avancer. Monsieur le ministre... Parce que ce n'est pas normal
que d'autres, parce que le fait que, par exemple, qu'il y ait ici à Washington toute une grande réunion sur l'éducation et que le Congo soit là, c'est quand même un fait que non. Les autres voient que le Congo bouge et ils apprécient les efforts que le gouvernement congolais est en train de réaliser. Voilà. Donc nous aimerions que nous tous, nous comprenions que nous n'ayons pas des yeux qui sont obstrués par des préjugés, par ce que j'appelle des clichés. Monsieur le ministre, vous avez un ministère clé pour le développement futur du Congo. Et nous avons vu les statistiques de International University qui a publié les 100 premières universités et collèges en Afrique. Il n'y a aucune université congolaise, il n'y a aucun collège congolais qui s'y trouve. C'est quand même écœurant pour un pays. Ce n'est pas non plus une fatalité. Il ne faut pas que ça soit considéré comme une fatalité, comme quelque chose, donc nous sommes des damnés de la terre. Non. Parce que hier, nous n'étions pas là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là-bas. Nous devons travailler pour récupérer notre place. Et c'est pourquoi j'ai dit que nous devons enlever les clichés. Le gouvernement est disposé, avançons ensemble. Faisons de sorte que nous ayons honte quand on nous donne, quand nous attendons des propos comme ça. Et la honte ne peut pas nous envoyer vers un complexe d'infériorité. Au contraire, ça doit nous pousser vers le travail, un bon travail pour que nous avancions. Son Excellence, Monsieur le Ministre, merci de votre temps. Je suis très ravi de vous avoir eu dans cette émission et surtout que je vous ai pris vraiment à votre départ. On aimerait avoir beaucoup plus de temps, mais je sais que ça ne sera pas la dernière fois et que je pense que vos portes seront ouvertes si jamais nous avons toujours besoin de vous. Et je sais que nous aurons besoin de vous parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets que nous devons essayer d'évoquer dans le cadre de l'enseignement. Merci beaucoup, c'est moi de vous remercier pour cette opportunité parce que nous devons parler, nous devons dialoguer. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais si ce n'est pas connu, ce n'est pas possible. Vous m'avez permis aussi de dire à nos compatriotes ce qui se passe au pays, comment le Congo est en train de bouger et m'avez permis aussi de lancer cet appel pour qu'ensemble nous fassions avancer notre pays. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs qui nous rejoignent à la fin que nous avons reçu dans cette émission Bakolo State Son Excellence Maker Mwangu, qui est donc le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo. Voilà, vous venez de suivre là notre entretien avec le ministre de l'Éducation primaire, secondaire et professionnelle congolais qui a séjourné ici à Washington, D.C. dans le cadre de ce Spring Meeting 2013 organisé par la Banque mondiale et le Fonds international. L'éducation est un problème de tous, gouvernement, parents, secteur privé. Chacun par sa portion de responsabilité doit contribuer pour l'éducation de la jeunesse qui est le socle du développement d'une société. La plus grande richesse que nous pouvons avoir, c'est cette ressource humaine. Elle n'est possible qu'avec une éducation de qualité pour tous. L'éducation ne doit pas être considérée comme un luxe, mais plutôt un devoir et une obligation et un droit pour tous. Une responsabilité plutôt pour une société qui se veut responsable. La jeunesse, c'est le futur d'une nation. Et dans cette jeunesse, à se prendre en charge, et dans cette jeunesse, à accéder à l'éducation, et dans cette jeunesse, à s'éduquer et surtout à s'instruire. L'éducation, c'est une affaire de tous. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit entretien. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à contacter nous au www.bacolostate.com au 202 704 33 16. Encore 202 704 33 16 ou envoyez-nous un email par gi@bacolostate.com. gi@bacolostate.com. C'était donc Gary Iwele, Catholic University of America, Washington DC, pour Bakolo State.
Grenade, soit que Utabraza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo kanatikeli iyo papa. Onina nangayo, tika kosala